Julian Assange n'est pas en bonne santé. Son moral n'est pas bon. Il est détenu à Belmarsh, dans une cellule individuelle, dans l'unité médicale dont il ne sort qu'une heure ou deux par jour. Il peut recevoir des visites, il rencontre ses avocats plusieurs fois par semaine et a accès régulièrement à eux. Il peut également recevoir des visites de ses proches 3 fois par semaine. Les visites de ses avocats comme celles de ses proches sont en principe privées. Il peut recevoir du courrier et en reçoit beaucoup, mais tout est lu dans les deux sens. On peut lui écrire et il peut correspondre si on lui envoie une enveloppe timbrée avec l'adresse du destinataire. Pour lui rendre visite, Julian doit d'abord en faire la demande et inscrire le nom sur une liste de visiteurs. Ensuite, il faut en faire la demande à la prison. Cela peut prendre 2 semaines pour obtenir l'autorisation de la prison. La demande doit mentionner le nom du visiteur, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse, 2 preuves de résidence et montrer sa carte d'identité ou son passeport le jour de sa visite. Donc, lui écrire pour lui proposer de lui rendre visite, attendre sa réponse, celle-ci reçue, faire une demande de visite à la prison. Julian a accès depuis peu à un ordinateur fourni par la prison, mais pas à Internet. Julian a toujours son passeport australien, il n'est donc pas apatride. Julian Assange était détenu depuis le 11 avril, date de son arrestation, pour avoir violé les termes de sa mise en liberté sous caution lorsqu'il est allé se réfugier à l'ambassade de l'Équateur en 2012. Pour cette violation mineure, il avait été condamné à 50 semaines de réclusion, ce qui était pratiquement la peine maximale, 1 an. Ses avocats avaient fait appel contre cette condamnation, mais comme le tribunal a traîné pour nommer un juge pour entendre l'appel, et que ce dernier était hostile à Julian, ses avocats ont retiré leur appel, d'autant que passé la moitié de cette peine, il devait être libéré pour bon comportement. Le 22 septembre dernier, le tribunal en a jugé autrement. Alors qu'il aurait dû être libéré sous caution en attendant le déroulement de la procédure judiciaire relative à sa demande d'extradition, le juge a décidé de maintenir Julian Assange en détention provisoire, rejetant préemptivement la mise en liberté sous caution, avant même que Julian n'en ait fait la demande. Le juge a argué du fait que, vu que Julian Assange avait violé les conditions de sa liberté sous caution en 2012, en se réfugiant à l'ambassade d'Équateur, sa parole n'avait pas de valeur car s'il était libéré, il risquerait probablement de s'enfuir à nouveau. Le juge n'a envisagé aucune mesure alternative permettant à Julian Assange de recouvrer au moins une semi-liberté, confirmant le parti pris évident de la justice britannique dans son cas. Tous les documents personnels de Julian Assange ont été saisis à l'ambassade par le gouvernement de l'Équateur, puis remis au département américain de la justice. L'avocat de Julian Assange en Équateur a reçu fin septembre une notification officielle de la justice équatorienne l'informant que le gouvernement équatorien remettrait le contenu des ordinateurs de Julian, saisi arbitrairement par l'ambassade équatorienne lors de son arrestation, au ministère de la Justice des États-Unis le 2 octobre 2019. Ce fait est confirmé de sources officielles équatoriennes. C'est une nouvelle violation flagrante de son droit à la vie privée, article 12 de la Déclaration universelle, 17 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, 11 de la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme auquel est tenu l'Équateur, mais le gouvernement actuel dans la main des États-Unis n'en a cure. Les documents saisis contiennent tout ce dont disposait Julian Assange à l'ambassade depuis 2012. Ordinateur, disque dur, carnet de notes, manuscrits, y compris ses notes d'entretien avec ses avocats quant à la préparation de sa défense. Remettre ces documents au gouvernement qui le persécute et cherche à le juger revient à mettre Julian Assange à la merci de ses futurs juges. Au vu de la saisie des documents personnels de Julian Assange et de leur mise à la disposition de la justice américaine sans aucune procédure pour ce faire, le rapporteur spécial sur la vie privée, Joseph Canatacci, est intervenu plusieurs fois auprès des Équatoriens en privé et publiquement pour leur demander de remettre ces documents à ses ayants droit, sans succès. Du côté des Nations Unies, les 4 rapporteurs spéciaux, experts indépendants, qui se sont prononcés sur le cas de Julian Assange poursuivent leurs efforts dans le cadre limité qui est le leur. Le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui continue de demander sa libération, le rapporteur spécial sur la torture, Nils Melzer, le rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, Joseph Canatacci, le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, Michel Frost.
Leur action se poursuit sur 3 niveaux. Niveau diplomatique, le rapporteur spécial sur la torture a écrit au gouvernement suédois, britannique, US et équatorien, arguant du fait que leur action conjuguée, publique et juridique, constitue une forme de torture psychologique incompatible avec leurs engagements internationaux en vertu des conventions ratifiées, Convention sur les droits civils et politiques et Convention contre la torture. La Suède, les États-Unis et l'Équateur ont répondu par écrit. Le Royaume-Uni vient finalement de répondre, la semaine dernière, à l'intervention du rapporteur spécial sur la torture. Les lettres du rapporteur spécial et les réponses des 4 gouvernements sont publiques. Elles deviennent publiques automatiquement après 60 jours. Donc à ce jour, les 4 gouvernements ont répondu et les lettres de Nils Melzer et leurs réponses sont publiques. Niveau juridique, à travers la défense organisée par Gareth Peirce. Toujours au niveau juridique, une injonction du droit international, des droits de l'homme et du droit européen des droits de l'homme lors de la défense de Julian Assange est indispensable. La question est comment y procéder de la manière la plus efficace. Au niveau public, le rapporteur spécial sur la torture continue de s'exprimer publiquement, comme en témoignent ses interviews aux différents médias, afin de maintenir une mobilisation publique. La première audience d'extradition serait prévue en février 2020. Il y a eu un changement de son statut de prisonnier, il est maintenant le statut de serving prisoner. Ça a été ordonné le 13 septembre, c'était applicable à partir du 22 septembre. Ça le rend extradable, bien avant la date de février 2020 à laquelle on nous avait habitués. Il serait tenté, j'imagine, pour ceux qui le persécutent, de l'extrader dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen qui est déjà défini, hein, c'est-à-dire qui autorise entre autres l'extradition vers d'autres pays que le pays d'origine. Donc ce serait faisable avant le Brexit. Le Brexit est prévu pour le 31 octobre, comme vous le savez. Donc ça implique qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant. Vous avez deux prochaines audiences de prévues au Westminster Magistrates Court, le 11 octobre et le 21 octobre. Une audience préparatoire et une audience dite de gestion. Je crois que c'est le terme qu'on emploie quand on veut expulser des sans-papiers. Donc il faut être vigilant. Il y a eu d'autres audiences qui n'avaient pas été prévues, pas annoncées. Il peut y en avoir d'autres. Il y a une audience fantôme le 20 septembre dernier. Il se trouve que l'historienne Monika Karbowska était à Londres ce jour-là et elle va arriver bientôt. Là, elle a un petit peu de retard à cause à cause des attentats dans le métro, ce qui ralentit un peu la circulation. Attentats à la préfecture. Oui, mais bon, en tout cas, ça ralentit sacrément la circulation à Paris. Mais elle va arriver. Elle a pu parler avec des avocats polonais, spécialistes du droit d'extradition, parce qu'elle est d'origine polonaise, enfin elle est franco-polonaise, et ils lui ont confirmé que l'extradition pour le cas d'Assange était possible, et dans ce cas-là, ça peut se faire du jour au lendemain, hein, quasiment, puisqu'il est réduit maintenant à un non-statut de sans-papier. Elle a pris une photo avec une liste d'extradition affichée devant la porte de l'audience. Bon, elle va vous en parler. Ensuite, il y a eu la découverte qu'une société espagnole avait espionné pour le compte de la CIA au sein de l'ambassade d'Équateur. Alors j'avais commenté l'info sur Russia Today le 28 septembre. À cette occasion, j'ai donné le numéro d'écrou. Pourquoi j'ai donné le numéro d'écrou? Parce qu'on ne le donne pas assez et le courrier ne parvient pas si on ne met pas le numéro d'écrou. Il ne suffit pas de mettre la date de naissance. Alors il paraît que les lettres auraient été retenues. Assange n'aurait pas reçu de lettres pendant un mois de rétention de courrier, mais des lettres lui seraient reparvenues en bloc. Ça a été annoncé le 24 septembre. Et le 29 septembre, qu'est-ce que nous avons eu? C'était dimanche dernier. On nous a annoncé que le voisin de cellule de Julian Assange avait tenté de mettre le feu à sa cellule. Alors malheureusement, ce genre de provocation, c'est pas de nature à... Enfin, malheureusement, ça pourrait habituer l'opinion publique à une sorte de mort accidentelle de Julian Assange. Donc il faut vraiment multiplier les actions, notamment au plan juridique. Et Véronique Pidancé-Barrière va vous en parler. Alors je rends véritablement hommage à son travail, hein, c'est la grande animatrice du collectif qui s'appelle Wikijustice. Moi je suis surtout un scribe dans cette affaire.
Et je rendrai aussi hommage à Monica, y compris dans ce livre. Mais il y a aussi d'autres personnes dans ce collectif. Il y a beaucoup de monde en fait, y compris des journalistes. Donc moi je vais me borner pour l'instant à vous faire une sorte de bref résumé des divers éléments les plus saillants. Parce que c'est une histoire en fait à plusieurs entrées. Il y a d'abord des faits, il y a beaucoup de faits, des faits très têtus, révélés par le plus grand journaliste de tous les temps quantitativement. Bon, cette donnée quantitative vous dispense de rentrer dans les jugements de valeur, hein, quoi que vous en pensiez. Quand on voit de pseudo-journalistes dire qu'il n'est pas journaliste, c'est comme un peintre du dimanche qui dirait que Picasso fait pas de la peinture. Bon, simplement, ils n'ont pas compris quel était le nouveau mode d'action d'Assange, mais bon, en termes de faits, c'est celui qui a le plus révélé d'informations. Bon, il y a un scandale, c'est le déni de justice. Hein. Personne n'est inquiété pour ce que Assange a révélé, hein, des tortures, des crimes de guerre qui sont pourtant absolument avérés. Tout ce qu'il a, il est pourtant innocent de tout crime, et pourtant il est soumis à un régime d'illégalité flagrant. Et après ce scandale, il y a un scandale dans le scandale. Alors c'est l'inertie des médias, mais ça j'allais dire on pouvait s'y attendre, même si on nous avait habitués à une autre attitude vis-à-vis d'Assange au début. Mais j'ajouterais que le scandale dans le scandale, c'est aussi l'inertie de la défense actuelle. Et une sorte de vide sidéral qui est fait autour de Julian Assange. Et la solitude en fait de cet homme contrastant de manière singulière avec cette immense détermination de cette immense machine à broyer. On peut donc de ce contraste entre cette solitude d'un homme et l'universalité de la cause qu'il représente, hein, c'est-à-dire en termes de droit à l'information, de droit d'expression, est née une sorte de protestation. Et c'est pour ça qu'il y a une quatrième étape, hein, c'est une sorte d'enquête à l'intérieur de l'enquête qui est menée au sein du collectif Wikijustice, dont vous voyez, comme je vous dis ici, certains animateurs, mais qui regroupent d'autres personnes. Et alors, ce collectif ne veut exclure aucune hypothèse par définition. Moi, mon travail d'édition et d'écriture, parce qu'il fallait bien aboutir à un livre quand même pour résumer les choses et résumer une partie de l'enquête, ça se justifiait à partir du moment où je voyais qu'il n'y avait pas d'article qui allait au-delà du premier scandale, c'est-à-dire du déni de justice. Et qui n'est pas au-delà du fait de montrer qu'il est simplement innocent. Il fallait aussi montrer qu'il y a une sorte d'affaire dans l'affaire, surtout depuis le kidnapping là, du 11 avril et la démission en règle de sa défense qui est devenue particulièrement criante depuis l'incarcération à Belmarsh. Donc on n'a pas toutes les réponses, mais on veut que les citoyens s'en mêlent. On veut une mobilisation de l'opinion publique au nom du droit international. Parce que de toute façon, ce sont nos droits à nous tous qui sont lésés dans cette affaire. Il y a encore, on peut comprendre qu'il était peut-être nécessaire de faire taire Assange en ce moment. Bon, qu'est-ce que je voulais dire sur le déni de justice? L'ONU demande sa libération, son indemnisation et sa conduite en un lieu sûr depuis 2016, hein, il faut quand même le savoir. Et pourtant, on est en train de piétiner toutes les libertés fondamentales, hein, ces libertés dites formelles, hein, ces libertés conquises par un certain nombre de révolutions, y compris de révolutions bourgeoises hein, dans leur phase révolutionnaire, mais aussi vous avez aussi les conquêtes de 1945 qui ont créé un droit formel international. Je pense par exemple à la charte de l'ONU de 1945 ou la déclaration des droits de l'homme de 1948. Tous ces droits sont violés. Les USA violent éhontément leur premier amendement. Le Royaume-Uni a violé la Convention de Vienne en entrant dans l'ambassade. Personne ne protège la Convention de Munich sur les droits des journalistes. Et bon, on a affaire aussi à tout ce qui s'est mis en place depuis le Patriot Act aux États-Unis. Les États-Unis ont même maintenant un droit extraterritorial qui prétend appliquer à Assange, mais ça donne par exemple une condamnation de la BNP lorsque celle-ci fait le commerce avec Cuba de 9 milliards d'euros, donc que vous soyez de droite ou de gauche, j'allais dire pro-BNP ou pro-Cuba, socialiste, enfin, et avec toutes les nuances possibles, ce droit extraterritorial nous touche tous. Rajoutons que des responsables comme George Bush ou Richard Cheney, Dick Cheney, ont reconnu et justifié l'existence de centres de détention secrets de la CIA et la pratique de la torture. Il existe justement, comme tout le monde le sait, des centres comme Guantanamo qui, de par là aussi leur caractère extraterritorial,
permettent d'échapper à tout contrôle de la justice. Voilà, ça c'est l'ensemble de la machine qui se prépare à juger, entre guillemets, Julian Assange. De ce point de vue-là, je m'étonne aussi du silence des libéraux. Je pense que même quand on est un libéral, c'est-à-dire au moins attaché au droit formel, on devrait aussi pouvoir condamner cela. Donc on a parlé de l'inertie des médias, surtout actuellement. Je donne un simple exemple. Il n'y avait qu'une seule chaîne pour filmer l'arrestation, le kidnapping d'Assange le 11 avril dernier. C'était Ruptly, qui est une filiale de la chaîne Russia Today. Alors je pense que des esprits malveillants voudraient en conclure que Assange a des collusions avec les Russes. Non, je crois que tout simplement, si on raisonne bien... Tout était un montage des Russes, oui. Ça n'a pas eu lieu. Ah oui, ça n'a pas eu, pas eu lieu. Non, tout ce que ça prouve, c'est plutôt la servilité pro-états-unienne des autres médias, hein, tout simplement. Le 13 septembre, ça a été révélé dans la presse, la juge était assez sarcastique et s'est même permis de demander à Assange pourquoi la défense n'avait mené aucune action pour faire appel de cette condamnation. Et Assange a répondu, mes avocats vont sûrement l'expliquer, mais l'explication on l'attend toujours. Il n'y a pas eu de démarche pour faire libérer Assange pour raison de santé. Alors depuis la mi-juin, à la mi-juin, son avocate en chef, qui s'appelle Jennifer Robinson, nous a dit qu'il était dans l'aile médicale de la prison de Belmarsh. Quant au rapporteur de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, il a dit que Julian Assange souffrait de torture psychologique, quand son état est très préoccupant. Dans une émission de radio, il a même dit qu'il pouvait mourir en prison. On sait bien qu'il y a eu pourtant, dans le même pays qu'est le Royaume-Uni, et pour quelqu'un de beaucoup moins recommandable comme Augusto Pinochet, il y a eu une libération pour des raisons de santé, donc on ne comprend pas pourquoi rien n'a été mené en ce sens. Pourquoi rien n'a été mené en ce sens pour remettre en cause la légitimité de la juge Arbuthnot? Alors la juge Arbuthnot, il faut savoir qui se permet de donner des leçons d'ailleurs de morale à Julian Assange, il faut savoir que son mari travaille main dans la main avec un ancien directeur du MI6, c'est-à-dire les services secrets britanniques, qui était impliqué dans la campagne pour des fameuses armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak. Donc normalement, elle était absolument jugée partie qu'on pouvait tout à fait remettre en cause sa légitimité à juger pareil cas. Précédemment, il y a quand même un fiasco dans l'affaire suédoise. On aurait pu aussi remettre en cause le fait que Claes Borgström, qui est l'avocat qui a rouvert pour la 3e fois le dossier suédois. Tu peux peut-être préciser le dossier suédois, de quoi il s'agit? Le dossier suédois, c'est en 2010, après la publication de Collateral Murder, de Meurtre collatéral, qui est une des vidéos les plus importantes publiées par Wikileaks, où on voit en fait le meurtre de plusieurs journalistes d'enfants, c'est-à-dire un crime de guerre en direct, avec une sorte de précision de jeux vidéo. Enfin, il y a un mélange de SS pour la cruauté et de jeux vidéo pour le côté involution anthropique, anthropologique. Assange est attiré en Suède pour une conférence et tombe sur lui ce que le Canard enchaîné avait appelé un piège des services à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il est accusé alors non pas de viol, parce qu'en fait ce qui est réellement dans le dossier, c'est qu'il n'aurait pas utilisé de préservatif dans un rapport pourtant consenti. Et ça va traîner pendant des années. L'affaire a été... on a réouvert le dossier sans aucune pièce de plus, qui est totalement illégale. Et finalement, il était rouvert encore, après avoir été classé, il a été rouvert une 3e fois, sur demande d'un avocat, pas des plaignantes. Et cet avocat, figurez-vous, donc il est dans le même cabinet qu'un autre avocat, ancien ministre de la Justice, qui s'appelle non pas Claes Borgström, mais Thomas Bodström. Ils ont presque le même nom, c'est les Dupont et Dupont de l'extradition. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce monsieur Bodström était impliqué dans une des pires affaires d'extradition vers des prisons de la CIA. Il y avait les cas Aguiza et Alzeri. C'était des citoyens qui avaient été extradés de Suède vers l'Égypte, c'est-à-dire vers des prisons de la CIA. Ils ont été torturés. Il faut peut-être surtout expliquer pourquoi cette affaire est à l'origine des ennuis juridiques de Assange à partir de là. Exactement, c'est que la Suède et ne donnant aucune garantie sur le fait qu'il ne serait pas extradé vers les États-Unis, Assange était prêt à répondre à la justice. C'est-à-dire la Suède a demandé, l'a mis en accusation, inculpé ou Dieu sait quoi, pour cette affaire. À partir de là, comme il y avait une menace
d'extradition aux États-Unis. C'est ce qui a enclenché la suite des péripéties. Oui, alors après il s'est fait réfugier en 2012 à l'ambassade de Qatar. Oui, bien sûr. Oui. Alors, la Suède, c'est une affaire particulière parce qu'en fait, il n'y a pas d'accusation en Suède. Il y a eu une première enquête préliminaire qui a été ouverte pour viol, qui a été classée sans suite par la procureure Eva Finet. Donc cette enquête préliminaire a innocenté Julian Assange et ça a été clos, il n'y avait pas de viol. Une deuxième enquête préliminaire a été ouverte dans les jours qui ont suivi par une procureure qui s'appelle Marianne Ny. Marianne Ny a ouvert cette enquête préliminaire à la demande de l'avocat des plaignantes, Claes Bostrom. Là où il y a collusion, c'est que Claes Bostrom et Marianne Ny travaillent dans des comités au sein du gouvernement. Ils sont tous les deux sociaux-démocrates, ils appartiennent tous les deux au Parti social-démocrate, et ils travaillent dans des comités qui écrivent des lois de répression pour les actes ou les délits sexuels. Donc ils se connaissent au moment des faits. Et donc c'est sur la demande de cet avocat que la deuxième enquête préliminaire est ouverte. Elle va traîner jusqu'en 2016. En 2014, le parquet de Svea, qui est le parquet suédois, exige de la procureure Marianne Ny qu'elle ferme cette enquête parce qu'elle a rouverte sans raison aucune. Il n'y avait pas de charge supplémentaire au dossier. Et à cette époque-là, Assange se trouve où pendant toute cette période? Au moment où Marianne Ny rouvre le dossier, il est en Suède. Donc s'il est en Suède, au moment, il est à peu près jusqu'à septembre-octobre 2010, je pense. Là, son avocat, il y a une espèce de valse d'avocats qui se passe en Suède, demande à Marianne Ny s'il peut partir en Angleterre et en Allemagne parce qu'il a des rendez-vous importants. Il obtient cet accord, mais par téléphone. Donc c'est le premier avocat que je vois qui obtient un accord d'un procureur par téléphone. Donc Julian Assange s'envole vers l'Allemagne et vers l'Angleterre avec l'accord de Marianne Ny. Donc Marianne Ny, à peine Julian Assange est parti, va émettre un mandat d'arrêt européen pour extradition dans lequel elle marque qu'il y a viol. Alors qu'il n'y a pas du tout de poursuite pour viol en Suède. Il n'y a qu'une enquête préliminaire et dans cette enquête préliminaire, Julian Assange ne doit être entendu que comme simple témoin de l'affaire. Donc elle a menti sur le... C'est à partir de ce moment-là que tout s'enchaîne. C'est-à-dire que le mandat européen arrive en Angleterre et à ce moment-là, l'Angleterre décide d'arrêter Julian Assange. Elle le place à Wandsworth et veut l'y laisser et l'extrader. Et à ce moment-là, lui fait appel de l'extradition et après ça suit. Et c'est là qu'il va se réfugier dans l'ambassade. 2 ans plus tard, en 2012. Après avoir été sous, comment on appelle ça, un bail, sous liberté, sous caution. Liberté conditionnelle. Conditionnelle, avec un bracelet électronique et placé sous la surveillance de M. Vaughan Smith, dont les accointances avec le MI6 pourraient être avérées. Donc voilà, donc il est placé sous surveillance à ce moment-là. Mais dès 2014, le parquet de Svea demande à Marianne Ny d'arrêter l'enquête et d'interroger Julian Assange par tous les moyens possibles que lui a proposé depuis l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il a proposé de témoigner par téléphone, de revenir en Suède si on lui assurait qu'il ne serait pas extradé, et elle a tout refusé. Et donc en 2014, son propre parquet lui ordonne de le faire. Elle ne le fera qu'en 2016, quand le ruling sera... Il faut peut-être rappeler, puisqu'on rappelle l'affaire, un des points fondamentaux qui est en arrière-plan, c'est que s'il redoute d'être extradé aux États-Unis, c'est qu'évidemment aux États-Unis, là, il est considéré comme un traître, passible de ce qu'on va essayer de lui faire subir d'ailleurs, de condamnations extrêmement lourdes, au titre de tout simplement des révélations qu'il a faites sur les turpitudes, notamment de la classe dirigeante américaine pendant la période. C'est ça. Y compris d'ailleurs pendant la période Obama, et c'est, je crois, surtout ce qui va expliquer qu'à partir de ce moment-là, il va être présenté comme un agent de Poutine. À partir du moment où il va s'attaquer pas seulement aux néoconservateurs, mais à l'appareil d'État supposément progressiste américain, c'est là que tout se retourne pour lui. Ils ont caché aussi le type d'enquête qui avait eu lieu et ça finit par fuiter. Donc il y a un tribunal en Virginie qui... Le tribunal existe quasiment depuis 2009 et c'est la secrétaire d'État Hillary Clinton qui diligente les premières enquêtes et qui lance les agences américaines à ses trousses, dès 2009. Hein. La Wikileaks War Room existe dès 2009. Elle est faite sous le gouvernement Obama.
Et aujourd'hui, les chefs d'accusation portent sur 175 années d'emprisonnement. Donc voilà, aux États-Unis, c'est ce qu'ils risquent. Voire la peine de mort, parce que s'il est condamné pour espionnage. Donc, bon, on jette la pierre à personne, on ne cherche pas des coupables, on cherche plutôt des solutions, mais autour d'Assange, il faut constater qu'il y a un vide sidéral. Tout d'abord, il y a des morts, il y a beaucoup de morts. Je veux bien entendre que en 2016, il y a eu particulièrement énormément de morts autour de Wikileaks. Il y a eu le suicide problématique, pas vraiment élucidé, de John Jones, qui était son avocat britannique, suivi un mois après de la mort de Michael Ratner, qui était son avocat aux États-Unis. La même année meurt le mentor de Julian Assange, qui s'appelle Gavin McFadden, et aussi des comités de campagne du Parti démocrate. On est en pleine, on va aller vers les grandes révélations qui vont avoir lieu de Julian Assange en pleine campagne aux États-Unis, campagne pour l'élection présidentielle. Et donc Seth Rich, qui était identifié comme une probable source de Wikileaks, s'est tué de plusieurs balles dans le dos. Il y a d'autres personnes liées à ce comité qui meurent, notamment John William Ashey, qui meurt sous le poids d'une barre de musculation. Bon, ça commence à faire beaucoup. Alors il y a aussi, là j'ai parlé des morts, il y a aussi ceux sur qui on fait pression, les intimidés. Il y a une véritable intimidation de témoins, notamment de Chelsea Manning, enfermée parce qu'elle refuse de témoigner contre Assange. Jacob Applebaum, qui était un allié d'Assange et qui lui avait disons, présenté la vidéo Collateral Murder au public, a été lui aussi, comme par hasard, soupçonné de viol. Et on sait pas ce qu'il devient. Moi, le dernier article le mentionnant, je crois, date de janvier 2019. Depuis, de l'eau a passé sous les ponts. Il y a des disparus, des proches qui ont disparu, notamment Sarah Harrison, qui était présentée, je pense à raison, comme la compagne ou l'ex-compagne de Julian Assange. Alors des gens nous disent, mais je l'ai vu la semaine dernière, on a comme fait des démarches, Monica pourra expliquer ça quand elle arrivera, des démarches auprès de députés de Die Linke. Tout ce que je constate, j'ai pas d'explication, mais tout ce que je constate, c'est que les très proches ne peuvent pas l'aider. Vous avez des gens qui se désolidarisent. Par exemple, d'une certaine manière, les mémoires de Snowden dissocient son propre cas de celui d'Assange, alors que il faut quand même savoir qu'il avait été la personne qui l'accompagne de Hong Kong jusqu'à Sheremetyevo, Moscou, c'est quand même Sarah Harrison, dont j'ai parlé. Non, ce que je comprends pas, c'est pourquoi une telle défense a autant baissé les bras. Oui, mais enfin bon, elle a baissé les bras, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'il s'agirait de faire? Là, je vais demander à Véronique de nous expliquer. Parce qu'elle est plus juridique du problème. Alors ça, c'est moi qui peux répondre. Donc, ce que risque Julian Assange, c'est assez simple. Il y a une audience d'extradition le 11 octobre qui va statuer sur les raisons de son extradition. Et il y a une audience le 21 octobre qui va statuer sur les modalités de cette expulsion, de cette extradition. Les avocates polonaises qu'on a contactées à Londres ont été formelles, c'est que Julian Assange, si la procédure d'extradition va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle est prononcée à Saint-Ours et prononcée le 21, il peut être comme n'importe quel sans-papier dans l'avion dès le 21, voire 3 semaines plus tard, au plus tard. Alors, et pourquoi ils pètent dans l'avion? Parce qu'ils ont fait un tour de passe-passe juridique assez magnifique. C'est-à-dire quand ces avocats n'ont pas interjeté de la condamnation pour violation de la conditionnelle, alors qu'ils auraient pu le faire. Ils n'ont pas demandé qu'il soit libéré pour raison médicale, et ils n'ont pas demandé qu'il soit libéré au moment de la moitié de sa conditionnelle, de sa condamnation pour la conditionnelle. Donc, c'est le juge qui a tranché. Et qu'est-ce qu'il a tranché? Il a fait de Julian Assange ce qu'on appelle un serving prisoner. C'est-à-dire que cet homme-là n'est plus qu'un homme sans papier, indigent, sans avocat, et donc qui va être dans le premier avion dès que possible. C'est comme ça que ça se passe pour n'importe quel sans-papier en France. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens aux tribunaux. Il est sous le coup d'une OQT, toute simple. Et qu'est-ce qui peut être fait? Alors, ce qui peut être fait, ce que nous, on a entrepris... Pour empêcher ça. Alors, ce que nous, on a déjà entrepris, c'est d'essayer d'arriver à comprendre pourquoi la défense ne fonctionnait pas. Parce que quand on a créé Wikijustice, notre but c'était de renforcer la défense de Julian Assange, c'est-à-dire de nous mettre dans le staff anglo-saxon globalement et puis d'essayer de les soutenir. Ce qui ne s'est pas produit puisque à chaque fois qu'on a contacté quelqu'un, personne ne nous a répondu. Alors il faut préciser qu'une des avocates de Julian Assange, Jennifer Robinson, donc on va dire qu'elle est en lien avec Soros puisqu'elle dirige la fondation Bertha,
qui est une fondation financée intégralement par Soros. Et elle en est présidente. Donc, ce qu'on peut faire, donc nous, on est en recherche d'un avocat, on est même en pourparlers avec un avocat sur Londres, parce que pour défendre Julian Assange, il faut un avocat londonien, enfin, il faut un avocat inscrit au barreau anglais. Donc, c'est notre première démarche. Et puis, on a fait des courriers, donc on a saisi la Cour, on a saisi les avocats de Julian Assange, ça a été ça, on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait faire, mais après avoir éliminé tout ce qu'ils n'avaient pas fait, enfin avoir listé tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Donc pour l'instant, on en est là, c'est-à-dire... Ils vous ont répondu, pardon ? Non, personne ne répond. Si vous voulez, depuis à peu près novembre 2012, où je me suis mis sur cette affaire, le comité Wikijustice existe depuis mai. Hein. Mais moi, je suis sur l'affaire depuis novembre 2012. Personne n'a jamais répondu à aucun de mes mails. C'est aussi simple que ça. Ni la mère, ni le père, ni Wikijustice, ni Wikileaks, ni Rafson, personne, ni la Fondation Courage, personne n'a répondu à un mail. Nous avons proposé à la mère de lui payer le voyage, à Madame Christine Anne Hawkins, de lui payer le voyage pour qu'elle vienne nous aider à forcer les portes de Belmarsh. Aucune réponse. Donc, on a décidé de prendre la défense, nous, tout seuls, Wikijustice, de Julian Assange. Donc, on attend de voir si on arrive à avoir un accord avec un avocat anglais. C'est beaucoup plus compliqué qu'en France. En France, nous avons des avocats qui planchent sur le dossier. A priori, moi, j'ai travaillé, voilà, j'ai travaillé depuis, je travaille parce qu'on est en train de préparer donc sa défense pour le 11. Ceci est Le 11, qu'est-ce qui va se passer? C'est sa première audience pour l'extradition. Ceci est les droits des prisons, le texte des droits des prisons, qui est distribué d'ailleurs dans les prisons. Tous les gens qui travaillent dans les prisons sont censés connaître ce texte. Donc voilà, ce qui est dit à propos de Julian Assange est faux. Un avocat peut aller voir Julian Assange quand il veut, comme il veut. Donc nous, ce qu'on commence à faire, c'est comprendre et essayer de comprendre pourquoi il y a des mensonges à peu près partout. Donc c'est simple. En France, n'importe quel avocat peut forcer la porte de la prison de la Santé, aller voir son client quand il veut, à l'improviste. Et aucun directeur de prison, aucun gardien de prison ne peut lui refuser de le faire. Et je viens de vérifier que dans les textes européens, c'est la même chose. Donc n'importe quel avocat peut aller voir son client à n'importe quel moment. Donc toute la défense de Julian Assange qui nous dit que ce n'est pas possible, c'est qu'ils n'ont pas porté plainte parce que c'est une atteinte criante à leur liberté, à la liberté de leurs clients. Tout est là-dedans. Normalement, Julian Assange ne peut pas être extradé parce que selon les conventions européennes d'extradition, l'article 3, l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou un fait connexe à telle infraction. Donc, Julian Assange étant très facilement démontrable comme prisonnier politique au regard du Conseil de l'Europe et puis des textes des droits de l'homme, il n'est pas extradable. Donc s'il extrade, non seulement l'Angleterre va violer sa propre constitution, mais là elle a fait le tour de passe-passe qui en fait un sans-papier, mais elle va quand même violer les textes européens puisqu'il est très clair que c'est un prisonnier politique et on peut le démontrer. Tous les points sont démontrables, c'est-à-dire qu'il rentre tous les points qui sont décrits dans la définition de prisonnier politique. Julian Assange rentre dans tous ces points. Donc on peut démontrer très facilement que c'est ce qu'on est en train de faire, que c'est un prisonnier politique, et que ce faisant, selon l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, il n'a pas à extrader. Donc déjà, c'est le premier manquement aux règles du droit international. Un avocat anglais, londonien, donc sans être mandaté par Julian Assange, aller le voir, demander à le voir. Mais c'est ce que nous on demande, c'est-à-dire d'être représenté par un avocat londonien pour qu'il puisse demander à rencontrer Julian Assange et que nous lui proposions notre aide pour le défendre. Mais il faut atteindre Julian Assange. Sinon on est obligé de passer par des... Nous on fait notre travail de comité de défense qui est en train de se transformer en association de défense des droits de l'homme, avec statut et personne morale pour pouvoir effectivement attaquer en justice. Et ce qui va être fait derrière, c'est pas c'est pas que défendre Julian Assange, c'est aussi attaquer en justice. Attaquer en justice pour que ces gens-là respectent la loi.
toutes les lois des droits de l'homme ont été violées dans le cas Assange. Personne ne s'en offusque. Tous les droits de défense du prisonnier, elles sont là. Elles ont toutes été violées. Il n'y en a pas une qui a été respectée. Donc, nous, ce qu'on demande en tant qu'association humanitaire de défense des droits de l'homme, c'est que pourquoi et qui a violé ces lois? Parce que ça va de Theresa May à... on va remonter loin. Est-ce que s'il va à la Queen Elizabeth, il fait une démarche là? On va de toute manière... Beaucoup de victimes, ils vont chez elle. De toute manière, on va saisir tout le monde. On va envoyer des courriers à tout le monde. On va commencer par ça. Après, effectivement, la mobilisation politique peut le sauver de la population. Mais on n'en est pas là. Les gens ne se mobilisent pas. Surtout dans le contexte anglais actuel. Ah non, ils sont dans de chaos politique. Le problème, c'est qu'il faut aller vite. Le problème, c'est qu'il faut aller vite. Le problème, c'est qu'il faut aller vite et que, voilà, on met tout en œuvre pour aller vite, mais voilà, donc tant mieux s'il est vivant et qu'on arrive à le sortir de là. Moi, je ne demande que ça. Et vous avez les moyens? Les moyens financiers? Oui. Eh bien, on essaye. Oui. En fait, c'est nous qui finançons nos voyages, c'est nos membres qui financent l'avocat, donc voilà, pour l'instant, non, on n'a pas... Il n'y a pas d'ONG pour ça, parce qu'une ONG, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est toujours financé par la classe dirigeante de tel ou tel côté. Il y a pas les ONG indépendantes, ça n'existe pas. C'est un des principaux bobards, fake news, comme on dit aujourd'hui, qu'on avale depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, le problème, c'est quand il y a véritablement une volonté de gens qui se mobilisent pour des raisons du type de celles qui nous amènent tous à être là ce soir, et qu'il y a une convergence d'intérêts comme celle à laquelle on assiste, on est un petit peu démunis et désemparés. Donc peut-être qu'une des seules choses, c'est notre modeste contribution, c'est d'essayer d'en parler, de dire ce qui se passe, de dire clairement où on en est, pour qu'au moins les gens soient informés de la situation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les médias français ne contribuent pas à clarifier la chose, pas plus que d'autres d'ailleurs. Le Monde n'en a pas parlé depuis le 15 avril. Non mais le Monde, c'est l'immonde. Semble-t-il. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de faire le point pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Déjà informer les gens de manière réellement indépendante et correctement informée. Je crois qu'on a fait ce qu'on a pu là pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça semble assez difficile à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on fait, c'est déjà que on se positionne. Il n'y a pas d'ONG indépendante, mais on va peut-être l'être. Pour l'instant, on n'a pas un centime. Ça ne s'appellera pas une ONG. Le problème c'est quelle est notre chance d'empêcher l'extradition de 21. Donc là, nous, c'est sur ça qu'on travaille. C'est-à-dire que nous, on est en train de préparer un courrier très argumenté qui va lister toutes les violations des droits de l'homme, toutes les collusions, parce qu'elles existent partout. C'est-à-dire que c'est incroyable que l'enquête suédoise ait pu être réouverte au regard de toutes les irrégularités d'enquête qu'il y a. Quand même, une des plaignantes se fait interroger par la maîtresse de l'autre plaignante. C'est quand même très hallucinant. Et pour l'instant, si vous voulez, c'est une nébuleuse, Julian Assange. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une partie du dossier, on tire, nous, on appelle ça, entre nous, on s'est mis à appeler ça des pelotes de laine. C'est-à-dire que dès qu'on prend une pelote de laine et qu'on tire, on a un dossier sale qui tombe. Et si on en prend une deuxième, eh bien, un autre dossier sale qui tombe. Et c'est incroyable parce que c'est sans fin. Et c'est-à-dire que plus on avance, vous parliez des sociodémocrates, alors là, on va dire qu'on a un tableau désespérant. Vous êtes chez les complotistes communistes ici, alors vous imaginez ce qu'on pense des sociodémocrates, et ça fait 150 ans que ça dure. Nous, on n'est pas communistes complotistes, on est juste journalistes. Complotiste, c'est ainsi qu'on nous désigne, hein. Oui, totalitaire si vous préférez. Nous, on a essayé de se ramifier pour enquêter. Et en fait, petit à petit, on y arrive. On commence à avoir des contacts en Angleterre et on est vraiment pour fédérer. Donc nous, toutes les personnes qui veulent nous rejoindre et qui veulent nous aider et qui veulent se battre au sein de maintenant ce qui va être une association, on est preneurs, hein. Enfin, le texte est très, très neutre. Nous, on liste les violations du droit, mais on demande la libération de Julian Assange. On ne demande rien d'autre, hein. Oui, c'est ça qu'il faut peut-être rappeler avant tout. J'ai aussi, on l'a appelé dans le dernier article que j'ai écrit, qui sont les proches de Julian Assange. Je ne suis absolument pas critique ouvertement vis-à-vis de John Pilger. Au contraire, ça fait un mois que j'ai appelé toutes les personnes qui sont dans les fameux sites que tu cites,
à organiser une réunion de tous les comités de soutien européens, parce que j'estime qu'en tant qu'Européens, on a quand même notre mot à dire sur ce qui se passe sur notre continent. C'est bien que les Australiens s'en occupent, mais nous, c'est chez nous, quoi. Donc voilà, ça concerne tout le monde. Donc qu'on fasse une réunion européenne, on a l'habitude de ça. Moi, j'ai fait le mouvement intermondialiste, donc je sais faire. Et on avait proposé une date, d'ailleurs avec une militante aussi de France, sur le 9 novembre. Zéro réponse. Donc ça veut dire que la méthode n'est pas forcément la bonne. Il faudrait peut-être trouver autre chose. Et on pense que, enfin nous, on pense qu'il y a beaucoup trop effectivement d'enjeux autour du Julian Assange et que tout le monde l'a lâché. On est très très peu nombreux à le défendre. Et je pense que c'est, il y a beaucoup de gens qui font semblant de le défendre et qui ne le défendent pas. Si vous voulez le problème, c'est que à un moment, quand on commence à défendre un prisonnier politique, moi je me suis impliquée dans beaucoup de batailles pour des prisonniers politiques, on trouve toujours quelqu'un pour défendre le prisonnier politique. Une ex-femme, un fils, une femme, un frère, une sœur. Là, personne. Vous essayez de contacter qui que ce soit, personne ne répond. Même pour le sans-papier le plus démuni, quand vous allez au tribunal, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour le soutenir. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Mais même là, je veux dire, il devrait y avoir quelqu'un qui sort de l'ombre. Moi, j'ai lancé des appels sur Twitter, la défense, ce qui est très étrange quand même, parce qu'il faut se poser des questions qu'on se pose quand on est journaliste, c'est pourquoi aller défendre Julian Assange sur Twitter? C'est l'endroit le plus incroyable pour défendre un prisonnier politique. 70 mots pour dire ce qu'on a à dire. Je pense que c'est pas ici que vous allez. Enfin, les gens qui me connaissent savent que ce que je pense des réseaux sociaux et de leur totale innocuité sur ce qui menace réellement les gens du point de vue sérieux, c'est-à-dire celui des méfaits de l'impérialisme et de la classe dirigeante mondialisée, parce que c'est ça qu'il s'agit d'affronter. Mais donc, il y a quand même des gens qui sont prêts. Simplement, ils ont des moyens extrêmement limités, comme nous, par exemple, comme nous qui sommes là. La chose qui va se produire et la modeste contribution, c'est qu'en tout cas tout ce qui va être dit, sauf ce qu'on demandera à voir coupé pour des raisons justement d'efficacité, de discrétion, sera diffusé et sera vu probablement au minimum par plusieurs milliers de personnes qui regardent les vidéos. Et voilà, il y a déjà ça. Est-ce que c'est une contribution qui apporte grand chose? Je ne sais pas, mais au moins ça prouve qu'il y a des gens réellement désintéressés qui sont prêts à faire quelque chose, mais qui ne peuvent faire que ça. Mais ce sont les modestes contributions jusqu'à présent qui ont été les plus efficaces pour défendre Assange. C'est les modestes journalistes qui s'en vont à Londres et qui vont faire leur petit coup d'éclat dans les lettres. Si je peux me permettre, parce qu'on a été confronté à une situation à un niveau quand même nettement moins important, mais enfin quand même national relativement important, puisqu'on a fait la une des 2 journaux télévisés français en cette occasion. Nous sommes trouvés dans une affaire d'État de ce type-là, franco-française, et il est vrai que la stratégie choisie par l'avocat de l'intéressé, donc le fameux espion de Kim Jong-un, et qui menaçait la sécurité nationale, je vous renvoie à ce qu'on a fait à l'époque là-dessus, sa stratégie a été zéro communication, discrétion, et une action à sa manière qui pour l'instant semble relativement efficace, bien qu'on ne soit pas encore parvenu au but final qui soit tout simplement abandon des poursuites et non-lieu. Il faut dire que l'enjeu là c'est de ridiculiser complètement Castagnère et toute sa clique, et ce sera peut-être rendu plus facile quand il aura démissionné, ce qui à mon avis va se produire dans relativement peu de temps, jugé par les événements récents. Je te passe la parole. Attends, je te parle. Il n'est pas en prison, il n'est pas en prison. Justement, mais j'évoque simplement cette chose-là pour dire que il y a aussi la possibilité que, comment s'appelle déjà son avocat, Gareth Pierce, dans sa stratégie extrêmement discrète, si réellement c'est un monsieur ou une dame? C'est une dame. C'est une dame. 78 ans. Donc Gareth Pierce. Elle a été hyper efficace. Donc, pour l'instant, il est quand même peut-être un petit peu prématuré. C'est vrai que si, en définitive, la décision c'est qu'il est extradé, on pourra dire que c'est une catastrophe. Mais tant qu'on n'en est pas arrivé là, pour l'instant, il y a au moins Gareth Pierce qui, a priori, s'occupe de la chose. Et Dominique, justement, à ce sujet, je voulais dire, bon, Gareth Pierce, elle devait être là le 20 septembre, quand j'y étais à cette audience.
dont j'ai eu l'information qu'elle aura lieu la veille à 19 h par un de nos contacts de gauche. Gareth Pierce aurait dû être là. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est normal dans les lois. Non, parce que d'après les informations qu'on a, elle avait décidé de ne pas y aller. Bah, c'est J'en sais rien encore, hein, c'est encore plus grave, j'ai envie S'il n'y de avait dire. ni Assange, ni elle, Mais tous les autres prévenus avaient des avocats. Tous les mecs qui étaient sur la liste d'extradition, ils avaient leur avocat. Moi, je suis pas. Écoutez, moi, quand on est l'expérience de la répression, comment on peut dire qu'une audience n'est pas importante et qu'elle est juste technique? Demandez ça aux sans-papiers. C'est ce qu'ils t'ont dit. Tout est important. Il faut quand même être, même si c'est complètement abusif. Gareth Pierce a déjà perdu les procès de Julian Assange. Elle a perdu à la Suprême Cour en 2012. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé après à fuir dans cette pseudo-ambassade de l'Équateur. Moi, excusez-moi, moi j'ai eu l'expérience de la répression antisyndicale qui a duré des années avec une histoire de cabale entre la Pologne, la Grèce et la France. Il y avait un mandat européen qui me pendait au nez et je peux vous assurer que quand un avocat n'est pas efficace, eh bien, il y a un moment donné où vous vous en débarrassez parce que vous avez le droit de choisir un avocat. Quelqu'un qui perd tous vos procès, on a le droit de s'interroger, est-ce que la personne est bonne? Ça fait quand même depuis 2012 que cette personne est en circulation. On a le droit de dire... Est-ce que la personne est efficace? Alors bien sûr, on ne sait pas ce que Julian Assange pense, mais il est en captivité depuis cette date-là aussi. Il ne faut pas oublier. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Est-ce qu'ils sont libres de contrôler ses avocats maintenant? La question qui était posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est envisageable. Parmi les choses envisageables, il y a y compris... bien que pour toutes les raisons que vous avez évoquées, il y a des sérieux doutes, que la manière dont l'avocat choisi par Assange mène une stratégie efficace, pour l'instant, il y a des raisons d'en douter, mais il n'y a pas de certitude. Maintenant, si on considère que ça n'est pas efficace et qu'on voudrait faire autre chose, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire, comment fédérer les bonnes volontés qui existent malgré tout, de manière efficace pour une action qui pourrait être utile. C'est un peu le but de ce que vous êtes en train de créer comme association. Alors moi, je connais pas le monde des espions, enfin un petit peu maintenant, parce que j'en croise quand même. Je suis étonnée, mais j'ai croisé des espions. Mais ouais, il y en a partout en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous êtes dans un nid d'espions. Dans un nid en plus, vous voyez, je suis dans un nid d'espions, on est dans des nids d'espions partout. Je n'ai pas confiance en Gareth Pierce parce que je sais ce que c'est que monter un dossier pour empêcher une OQTF ou une OQT. Je sais ce que c'est que défendre quelqu'un qui n'a pas de papier et qui est sur un territoire et qui risque l'expulsion. Or, je pense que arriver à 2 audiences comme ça, sans avoir communiqué sur un prisonnier politique de ce gabarit-là, qui a à peu près tous les sociodémocrates aux fesses et contre lui, c'est totalement contre-productif. Je ne comprends pas un avocat qui fait ça. Sans l'opinion publique, elle ne gagnera rien. Elle n'a aucune pression populaire derrière. C'est impossible. Donc on va arriver à l'audience du 11, on va lister les chefs d'accusation. On va arriver à l'audience du 21, entre l'audience du 11 et du 21, elle va nous dire on ne fait rien, et personne ne saura que le droit a été violé depuis le début, et on arrivera au 21 avec une décision d'extradition, et le mec qui sera dans l'avion, je l'ai vu faire à Paris, sans que personne ne puisse rien faire. Moi, j'ai assisté au départ d'une personne qui n'était pas Julian Assange, qui a été jugée au tribunal administratif. Ce monsieur était dialysé, le médecin était dans la salle, l'avocat s'est battu. Ils ont prononcé le QTF, le monsieur était dans l'avion 2 heures plus tard. Et on savait qu'il allait mourir là où il avait été expulsé, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, quand l'OQT est prononcé, il n'y a plus rien à faire. Elles l'ont dit, les avocates polonaises. Donc, l'OQT est prononcé, il est dans l'avion, il est parti. Et personne ne peut rien faire. Je voulais rajouter que je suis quand même allée voir Gareth Pierce l'après-midi. Je suis allée voir pour renseigner et pour déposer nos courriers. Bien sûr, je n'ai pas été reçue, mais j'étais reçue par sa secrétaire qui m'a dit qu'effectivement, il y avait pas tellement une décision. Elle m'a dit que c'était une audience technique, ce n'était pas la peine de venir. Voilà. Mais donc, ils étaient au courant quand même. Ils avaient effectivement pris une décision. Mais est-ce que cette décision, ils l'ont prise en concertation avec qui d'ailleurs? Il y avait d'autres associations, donc moi j'aurais bien aimé aussi qu'on soit consulté, puisque d'autres associations ont été consultées. Elle m'a même demandé, est-ce que vous avez reçu le mail dans lequel on vous le disait? Bon, ça veut dire qu'elle consulte avec certaines associations, pas avec d'autres. Bah, ça serait bien qu'il y ait une coordination plus globale. Donc l'objectif principal, semble-t-il, aujourd'hui, indépendamment du faible délai qui reste à courir, c'est d'essayer d'organiser au moins
un collationnement efficace des informations disponibles qui pourraient être utiles à la cause. En gros, c'est ça, parce que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire aussi. Oui, on se prépare à saisir toutes les instances politiques et judiciaires et juridiques d'Angleterre et puis de Suède. Et voilà, avec le courrier qui est en train d'être préparé, où il est démontré que Julian Assange est un prisonnier politique. Alors, je le répète, il entre dans tous les critères, donc il n'y a pas un auquel il échappe, c'est démontrable. Et rappeler qu'au nom de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, il ne peut pas être extradé parce qu'il est extradé pour des faits politiques. Il est très clair qu'il est persécuté aux États-Unis pour des raisons politiques et pas pour des raisons d'espionnage, comme on veut bien le dire. Donc, ça, c'est la ligne juridique de l'argumentaire juridique. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre une avocate comme Gareth Pierce. Parce que je serai avocate de Julian Assange. C'est ce que je ferai. Je dirais, il ne peut pas être extradé au nom de cet article 3 et j'appellerai la population à se mobiliser pour venir me soutenir. Ce qui n'est pas fait. Aucun avocat de Julian Assange ne fait de déposition ni de déclaration pour appeler les populations à se soulever et à venir les aider. Donc ça, pour moi, c'est le premier... Oui, avec le risque qu'il n'y ait pas grand monde qui se soulève. Non, déjà, oui. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils ne le font pas. Il me donne la parole, parce que là, oui, tu as raison. Enfin, bon. Vas-y. Non, je voulais juste dire que le tribunal, la Westminster Magistrate Court, qui est un tribunal de première instance, donc qui juge aussi les extraditions par mandat d'arrêt européen. Et donc moi, en rentrant dans ce tribunal, tout à fait librement, avec mon sac, je passe le portique de sécurité, j'arrive à 10 h, je vois une fiche sur laquelle il y a des affaires, n'est-ce pas, juste à traiter, des audiences, il y a des noms, je vois numéro 1, Julian Paul Assange, extradition, USA. Et puis après suivent une vingtaine de noms de Polonais, Lituaniens, Hongrois, Roumains, tous extradés soit dans le pays d'origine, soit aux USA. Il y en avait 2 qui allaient aux USA aussi. Salle numéro 3, j'y vais, premier étage, c'est ouvert, je rentre dans le public. C'était tout à fait... Ce n'est pas non plus une cour militaire, si je puis dire, c'est une non, mais c'est ce qu'a dit l'avocate, c'est une audience technique à laquelle mais elle n'a pas dit publiquement déjà. Ce qui est dit publiquement, c'est que c'était interdit d'y rentrer. Publiquement, il y a des personnes de certaines associations. Il y a même un homme que j'ai vu à l'extérieur du tribunal qui tenait une pancarte Julian Assange. Je ne lui ai pas parlé en rentrant dans le tribunal. Actuellement, cet homme, il est en train de propager sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il dit que c'était impossible de rentrer dans le tribunal. Et que, soi-disant, il avait fait des contorsions pour rentrer, on lui avait refusé. C'est faux, je suis rentrée, j'étais là. Je ne pouvais pas me faire photographier à l'intérieur parce que c'est interdit. Mais par contre, j'ai pris la photo de la feuille de l'audience qui était publique. Attends, je vais juste finir là-dessus. Donc cette audience se déroule quand même. Deux militantes anglaises sont quand même rentrées après moi quand elles ont vu que c'était possible. Voilà. Mais elles sont restées qu'1 minute. Moi, je leur ai demandé de rester. Je me suis présentée, Wikijustice France, French Human Rights Organization. Voilà, on m'a dit de m'asseoir dans l'audience. Elles étaient là, elles sont restées 1 minute, elles sont parties. Elles sont parties avant que l'audience commence. Moi, je suis restée non seulement à l'audience, je suis restée plus longtemps et je me disais même j'aurais dû rester toute la journée. Parce que la liste étant alphabétique des hommes à extrader, en réalité, le juge, le président de la séance, pouvait changer aussi l'ordre. Il pouvait très bien dire il n'est pas là à 10 h, il sera peut-être là à midi ou à 14 h. En réalité, les militants devraient être là-bas tous les jours. Et tous les jours, dès qu'il y a une audience technique, ils devraient être là pour être témoins quand même. Enfin, je sais pas moi, c'est quand même pas possible qu'il n'y ait pas de témoins pour ça. Ça veut dire qu'on croit la cour sur parole. Donc, une cour comme ça, on la croit sur parole. C'est pas possible quand même. Qui est sûrement un peu mal faite la mobilisation. Voilà. Je pense que c'est volontaire. Et donc voilà, donc pour finir là-dessus, j'entends ce qui se passe, voilà, qu'on constate, le greffier parle, le tribunal parle, l'accusation parle, la secrétaire amène les dossiers, un homme parle qui n'est une espèce d'avocat, mais commis d'office, comme je l'ai su plus tard. Sur le coup, j'avais pas trop compris. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'avocat de Julian Assange, il n'y avait pas les personnes connues. Par la suite, je suis allée voir cet homme qui a parlé comme s'il était avocat. Je lui demande, est-ce que vous êtes l'avocat de Julian Assange? Il me répond, nothing to do with this case. En fait, c'était l'avocat du Polonais suivant. Donc, le tribunal l'a mandaté pour être 3 minutes représenté Julian Assange et constater que Julian Assange était absent à la vidéo.
quelles qu'en soient les raisons, parce qu'encore il faut prouver que Julian Assange était au courant de la convocation, qu'on lui avait donné en prison, parce qu'on n'est quand même pas un objet, en prison aussi on reçoit les convocations, et qu'il a su, qu'il réellement il a refusé, il faudrait qu'il le prouve. Moi je ne ferais pas confiance sur parole à une cour, quoi, en fait, de ce genre, hein, puisque c'est un procès politique. Il faut des témoins pour tout, et j'aurais pas dû être de toute façon seul, on aurait dû être... Il y avait 10 places dans l'audience, on aurait dû être 10. Et les personnes de langue anglaise n'auraient pas dû sortir avant. Et moi, on aurait dû rester toute la journée pour être sûr, voilà, parce qu'un des Polonais est passé à 14 h et j'ai rencontré sa famille après devant le tribunal de Wandsworth. La conclusion, c'est que, voilà, nous, on se forme en association, donc on va déposer nos statuts, qui ont été longs à écrire, parce que, voilà, on veut être... On va les communiquer. Vous pourrez les communiquer. On va commencer nos démarches juridiques, donc on est partant pour que tous ceux qui veulent nous suivre, tous ceux qui ont des idées et qu'on peut suivre, nous rejoignent, parce que c'est très ouvert, en fait, voilà, on est un comité, mais on discute énormément, et voilà, et que plus on sera nombreux à défendre Julian Assange, et plus il a de chances de s'en sortir, plus on le médiatisera, je pense, plus il aura de chances de s'en sortir. Et plus des avocats se mobiliseront, et nous, ce qu'on voudrait, c'est fédérer, effectivement. C'est que des avocats nous rejoignent, nous sommes un certain nombre de journalistes et de chercheurs, on continue notre enquête, on va continuer jusqu'au bout, qu'il soit extradé ou pas, on se battra pour que la vérité, et puis peut-être pour faire revenir, j'en sais rien. On a quand même beaucoup de doutes, parce qu'on n'a plus de nouvelles de Chasséa Manning, qui en a eu, je ne sais pas, qui a pu l'avoir en prison. C'est quand même une intimidation de témoins à ciel ouvert sans que personne ne dise rien, une fois de plus. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que quand même les citoyens, des associations se créent pour qu'on s'oppose à ces violations des lois qui ont lieu partout, y compris en France, tous les samedis, par exemple. N'est-ce pas? Tous les samedis. Moi, j'ai assisté à des violations de lois sur toutes les manifestations des Gilets jaunes. Je les ai en photo, j'ai fait des articles, et voilà. Donc la loi est violée en France, elle est violée en Angleterre, elle est violée en Équateur. Voilà. Donc nous, on va demander par exemple à l'Équateur de nous fournir l'asile politique de Julian Assange. On va leur demander de nous fournir aussi sa nationalité équatorienne. Ils lui ont donné la nationalité équatorienne, ils n'avaient pas le droit de la lui retirer, c'est dans les conventions de Genève. Exactement pareil pour l'asile politique. Donc on va leur demander des comptes, c'est-à-dire qu'on va leur demander de nous fournir les papiers. Ils ont donné un asile politique, ils n'ont pas le droit de le retirer, ils sont hors la loi, ils ont donné une nationalité, ils n'ont pas le droit de la retirer, ils sont hors la loi. Donc aux yeux de la loi, cet asile politique et cette nationalité, sinon on se fie aux textes internationaux des droits de l'homme, existent toujours. Sinon, ça veut dire que les conventions de Genève n'existent plus. Ça veut dire que l'asile politique n'a plus de valeur. Parce qu'au-delà de Julian Assange, cette violation du droit, ça fait que le droit n'existe plus. Le droit disparaît. Parce que l'asile politique, aujourd'hui, si on peut le retirer comme ça du jour au lendemain, plus aucune personne qui a un asile politique n'est en sécurité nulle part. Parce que n'importe quel tyran pourra dire ben non, mais moi je vous le retire votre asile politique. Et votre nationalité, je vous la retire aussi. Exactement. Et je me moque totalement des conventions de Genève, qui ont pourtant été signées, ratifiées par l'Angleterre. Ratifiées. Il faut bien rappeler que ratifier, c'est s'engager à appliquer. Et là, rien n'est appliqué. Tu voulais ajouter oui, je voulais ajouter une chose qui me semble importante. Je pense que peut-être que vous n'en avez pas vraiment parlé avec beaucoup d'assistance. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle est la procédure exacte qui est appliquée à l'extradition de Julian Assange. Est-ce que c'est un mandat d'arrêt européen avec extradition vers les pays tiers? Parce que c'est possible. Et ça va très vite. Puisque justement, comme je l'ai vu on en a parlé. Voilà. Et puis, est-ce que c'est une procédure bilatérale? Parce que c'est plus long. Et voilà, et ça c'est quand même important parce que c'est pas les mêmes façons. Vous en avez parlé, d'accord? Non, on n'a pas parlé. Moi, ça me semble important d'être précis justement sur les choses et voilà quoi, et demander des précisions parce que ça c'est vraiment des choses très différentes quoi. Et ça, c'est pas les avocats spécifiquement d'Assange, c'est l'administration et la justice anglaise qui doit répondre à ces questions-là. Bien sûr, tout à fait. Donc, on leur a déjà demandé. Et elle ne répond pas. Bah pour le moment, on a commencé ces actions avec les courriers, mais bon, c'est vrai que les avocats de Julian Assange le savent, donc ils pourraient quand même le dire.
Madame Garry-Pierce le sait. Parce que moi, ayant demandé conseil donc, au cabinet d'Aneta Majiasz, donc avocate polonaise à Londres spécialisée dans la lutte contre les extraditions par mandat d'arrêt européen, et mandat d'arrêt européen, c'est un truc lourd, hein, c'est ce qui a été imposé par Sarkozy et Merkel, et on voit bien que ça sert à la gestion des populations, des classes populaires, puisque surtout les mecs qui sont extradés, bah, c'est des prolétaires, quoi, en fait, quand même, globalement, quand j'ai vu ces migrants polonais, voilà, quoi, et je sais que c'est très fréquent, et de France aussi. Donc, voilà, donc ça va très vite, un mandat d'arrêt européen. Et la Cour n'examine pas le fond. C'est aussi pour ça que Julian Assange avait perdu son procès en 2011 et 2012, puisque le mandat d'arrêt européen, en tant que formulaire, était rédigé de façon correcte, bah, il ne pouvait que perdre les procès. Par contre, personne ne s'était jamais occupé de faire tomber le dossier suédois, et c'est par ça qu'il fallait commencer. Et si il est extradé par mandat d'arrêt européen à destination d'un pays tiers, bon bah justement là le dossier ne sera pas examiné sur le fond. Et là il faudra trouver d'autres arguments. Les avocates polonaises s'appuient là sur les droits humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à vivre en famille par exemple, quand on a des parents âgés, des enfants, une épouse, le droit à la santé. Voilà, c'est des choses comme ça sur lesquelles il faut s'appuyer. Aneta Majiasz m'a bien expliqué que quand elle arrive à faire tomber un mandat d'arrêt européen, c'est sur ces bases-là. Et bien justement, c'est précisément, on aimerait que les avocats de Julian Assange nous disent sur quelle base ils vont attaquer ce type ils vont attaquer ce type de mandat, quoi. Et c'est ce qu'entend faire donc l'association. Oui, on est en train de le faire. Voilà. Ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus et applaudir vos efforts. Merci. Bravo, je ne vous ai pas entendu, mais bon, je vais voir cette vidéo. Et là-dessus.